Mon mari, François, a toujours été reconnu comme l'un des travailleurs les plus dévoués et engagés de l'entreprise où il travaillait. Il passait des heures interminables au bureau, arrivant souvent tôt et partant tard le soir. Même le week-end, il était courant de le voir plonger dans des piles de documents et de rapports, essayant d'accomplir le travail de la semaine suivante. J'ai admiré son dévouement et son engagement envers sa carrière. François a toujours dit que tous les efforts étaient destinés à garantir un avenir meilleur pour nous deux. Il rêvait de gravir les échelons de l'entreprise, d'accéder à un poste de premier plan, éventuellement, d'ouvrir sa propre entreprise. Cependant, au fil du temps, j'ai commencé à remarquer que la routine rapide de François devenait de plus en plus intense. Il passait plus de temps au bureau qu'à la maison, et lorsqu'il était physiquement présent, il semblait souvent distant et préoccupé par les questions professionnelles. Les dîners d'affaires sont également devenus fréquents. François a soutenu qu'ils étaient essentiels au réseautage et à la conclusion d'affaires importantes pour l'entreprise. J'ai compris l'importance de ces occasions, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir seule et négligée dans certaines situations. Malgré cela, j'ai essayé de faire preuve de compréhension et de soutenir François dans son parcours professionnel. Je croyais que tous les sacrifices et le dévouement seraient récompensés à l'avenir, lorsque nous pourrions enfin atteindre nos objectifs et vivre la vie dont nous avons toujours rêvé. Cependant, peu à peu, une graine de méfiance a commencé à germer dans mon cœur. Des petits détails et incohérences dans le comportement de François ont retenu mon attention. J'ai essayé d'ignorer ses pensées, les attribuant à mon insécurité et au stress causé par la routine trépidante de mon mari. Mais au fil des semaines, les signes sont devenus plus évidents et difficiles à ignorer. Je me suis retrouvée face à un dilemme, faire aveuglément confiance à François et continuer à le soutenir sans réserve, ou enquêter plus avant et savoir si mes soupçons étaient fondés. La décision d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, devenait de plus en plus nécessaire. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans l'incertitude et le doute. Il faut avoir le courage d'affronter la réalité et d'en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. Alors, plongé dans un mélange de peur, d'espoir et de détermination, j'ai décidé de faire le premier pas à la recherche de la vérité sur la routine trépidante de François et les secrets qu'il pourrait cacher. Au fil des jours, les signes indiquant que quelque chose n'allait pas sont devenus de plus en plus évidents. De petits détails dans le comportement de François ont commencé à s'accumuler, formant un schéma inquiétant. L'une des premières choses que j'ai remarquées, ce sont les appels téléphoniques. François avait l'habitude de répondre à son téléphone portable en ma présence, mais maintenant, chaque fois que le téléphone sonnait, il s'éloignait rapidement vers une autre pièce ou sortait pour répondre. Lorsque j'ai demandé qui avait appelé, il a donné des réponses vagues, disant qu'il s'agissait simplement de collègues ou de clients. De plus, François commence à être plus réservé avec son téléphone portable. Avant, il le gardait facilement accessible, mais maintenant, il le gardait toujours avec lui et hors de ma portée. Lorsque je l'approchais alors qu'il utilisait l'appareil, François verrouillait rapidement l'écran ou changeait ce qu'il faisait. Un autre signe inquiétant était les messages. Je voyais François taper frénétiquement sur son téléphone portable, mais quand je lui demandais à qui il parlait, soit il ignorait la conversation, soit il disait que c'était juste une question de travail. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'expression d'inconfort sur son visage lorsque je posais ces questions. Les excuses pour ses absences constantes ont également commencé à devenir de plus en plus fragiles. François avait toujours une justification à ses retards et à ses sorties nocturnes, mais celle-ci semblait de moins en moins plausible. Réunion de dernière minute, problème de voiture, trafic intense. Les explications étaient répétées fréquemment, mais sans grande cohérence. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste le stress du travail qui arrivait à François, mais au fond, je savais qu'il y avait quelque chose de plus. Mes amis et ma famille ont également commencé à remarquer des changements dans son comportement et ont exprimé leurs inquiétudes. Ma meilleure amie, Sophie, a été la première à verbaliser ce que je craignais. Elle m'a demandé un café, avec prudence, a évoqué la possibilité que François me trompait. Au début, je l'ai nié avec véhémence, ne voulant pas croire que mon mari puisse faire quelque chose comme ça. Mais les paroles de Sophie résonnaient dans mon esprit, alimentant encore plus mes doutes. J'ai passé des nuits blanches, revivant chaque interaction, chaque moment gênant, essayant de trouver une explication qui n'impliquait pas de trahison.
Mais plus je réfléchissais, plus les pièces du puzzle semblaient s'emboîter. La confiance que j'avais en François a commencé à s'éroder. Je me sentais tiraillée entre l'amour que j'avais pour lui et la méfiance grandissante qui s'installait dans mon cœur. Je savais que j'avais besoin de réponses, mais j'avais peur de ce que je pourrais découvrir. La décision d'enquêter plus avant était devenue inévitable. Je ne pouvais plus vivre dans cette incertitude, rongée par le doute et l'insécurité. J'avais besoin de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Alors, le cœur lourd et déterminé à découvrir ce qui se passait réellement, j'ai commencé à élaborer un plan pour découvrir les sombres secrets que François semblait cacher. Après des semaines d'angoisse et d'incertitude, j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre dans le doute. Les soupçons sur le comportement de François me rongeaient et je savais que j'avais besoin de réponses concrètes pour avancer. Dans un premier temps, j'ai pensé confronter François directement, lui demander des explications sur ses absences et ses changements de comportement. Cependant, quelque chose me disait qu'il pourrait tout nier et trouver des moyens de me convaincre que j'étais simplement paranoïaque. J'avais besoin de preuves solides avant de porter des accusations. C'est alors que j'ai décidé de recourir à des mesures plus drastiques. J'ai fait des recherches sur des détectives privés sur Internet et j'ai trouvé un professionnel avec d'excellentes recommandations. Il s'appelait Luc Moreau, un ancien policier possédant des années d'expérience dans les enquêtes sur l'infidélité. J'ai contacté Luc et lui ai expliqué ma situation. Il a écouté attentivement mes soupçons et a promis de faire tout son possible pour découvrir la vérité. Nous avons convenu de nous rencontrer en personne pour discuter des détails de l'enquête. Le jour fixé, j'ai rencontré Luc dans un café discret du centre-ville. C'était un homme d'âge moyen avec un regard astucieux et une posture confiante. Lors de notre conversation, Luc m'a posé plusieurs questions sur la routine de François, son horaire de travail, les lieux qu'il fréquentait et les personnes avec qui il interagissait. En fournissant ces informations, j'ai réalisé à quel point j'étais loin de la vie de François. Je connaissais superficiellement sa routine, mais je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait réellement lorsqu'il disait qu'il travaillait tard. Ma poitrine se serra lorsque je réalisais à quel point je savais peu de choses sur l'homme que j'avais épousé. Luc m'a rassuré en me disant qu'il ferait un travail minutieux et discret. Il rassemblerait une équipe pour suivre François, documentant chacun de ses mouvements et interactions. Des caméras et des équipements d'écoute seraient utilisés pour recueillir des preuves si nécessaire. J'ai signé le contrat avec Luc, m'engageant à prendre en charge les frais de l'enquête. C'était un investissement important, mais j'étais déterminée à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Dans les semaines suivantes, Luc et son équipe débutent la surveillance de François. Ils l'ont suivi depuis son départ de chez lui jusqu'à son retour. Chaque étape, chaque réunion, chaque appel téléphonique a été enregistré et documenté. J'ai essayé de maintenir ma routine normale, en faisant comme si rien n'avait changé. Mais intérieurement, j'étais anxieux et inquiet. Une partie de moi gardait encore l'espoir que ce n'était qu'un malentendu, que François avait toujours été honnête. Pourtant, un autre parti se préparait au pire. L'attente des résultats de l'enquête était angoissante. Chaque journée semblait s'éterniser et je pouvais à peine me concentrer sur mes activités quotidiennes. L'incertitude était comme un poison qui me rongeait l'esprit et le cœur. Lorsque j'ai finalement reçu l'appel de Luc me disant qu'il avait des informations importantes à partager, j'ai ressenti un frisson dans le dos. J'ai immédiatement pris rendez-vous, sachant que le moment de vérité était arrivé. Le cœur battant et les mains tremblantes, je me suis rendue au bureau de Luc, me préparant à affronter la réalité, aussi douloureuse soit-elle. Après avoir découvert la trahison de François, je me suis sentie complètement anéantie. Les photos et les rapports du détective Luc Moreau ne laissaient aucun doute, mon mari avait une liaison avec sa collègue Amélie. La douleur de la trahison et de l'humiliation était accablante, et j'ai passé des jours enfermés chez moi, à pleurer et à essayer de comprendre la réalité. Cependant, au milieu de ma souffrance, une flamme de colère a commencé à grandir en moi. Je ne pouvais pas accepter la trahison de François et continuer comme si de rien n'était. Il avait rompu nos vœux, détruit notre confiance et m'avait ridiculisé. Je voulais qu'il ressente la même douleur et la même humiliation que moi. J'ai décidé que la vengeance était la seule voie à suivre. Je n'allais pas confronter François tout de suite, car je savais qu'il essaierait de s'expliquer et de demander pardon.
J'avais besoin de temps pour planifier quelque chose d'impactant, quelque chose qui l'atteindrait au plus profond de son être. J'ai commencé à prendre des notes, énumérant toutes les choses que François appréciait et dont il était fier. Son parcours, sa réputation, son statut social. J'ai voulu le cibler dans tous ces domaines. J'ai passé des heures à réfléchir aux moyens de dénoncer sa trahison et de nuire à son image devant mes collègues, mes amis et ma famille. Dans ce processus, j'ai réalisé que je devais être prudent et stratégique. Je ne pouvais pas agir de manière impulsive ni laisser de traces qui pourraient me remonter. La vengeance devait être méticuleusement planifiée, chaque détail pensé et exécuté avec précision. J'ai commencé à faire des recherches en ligne sur les moyens créatifs de me venger. J'ai lu des histoires de personnes qui ont vécu des situations similaires et j'ai trouvé des moyens ingénieux de se venger de leurs partenaires infidèles. Certaines idées étaient tentantes, mais je voulais quelque chose qui sorte de l'ordinaire, quelque chose qui choque vraiment François et lui fasse regretter amèrement son acte. Pendant que j'élaborais mon plan, j'ai maintenu une façade de normalité. J'ai continué ma routine quotidienne, allant au travail et m'occupant de la maison comme si de rien n'était. Je ne voulais pas éveiller les soupçons de François, je voulais qu'il croie que j'étais toujours l'épouse naïve et confiante que j'ai toujours été. Lors des réunions sociales et des événements familiaux, je souriais et j'agissais comme si tout allait bien, même si intérieurement je mourais de colère et de douleur. C'était un défi de garder mon sang-froid, surtout lorsque François s'approchait de moi avec des baisers et des caresses, se faisant passer pour un mari aimant et dévoué. Chaque jour était une épreuve de patience et de maîtrise de soi. J'ai dû ravaler mon orgueil blessé et supporter la présence de François, sachant qu'il me trompait ouvertement. Mais je m'accrochais à la perspective d'une vengeance, sachant que bientôt il paierait pour chaque mensonge et chaque trahison. Au fil des semaines, mon projet de vengeance a commencé à prendre forme. J'avais décidé d'utiliser la technologie à mon avantage, profitant de la fascination de François pour les gadgets et les innovations. Ce serait une revanche moderne, adaptée à l'époque dans laquelle nous vivons. Avec un sourire malicieux aux lèvres, j'ai commencé à mettre en pratique les pièces du puzzle. François n'avait aucune idée de ce qu'il attendait, et j'avais hâte de voir sa réaction lorsque la vérité dévastatrice éclaterait. Après des semaines de planification méticuleuse, j'avais enfin tous les éléments nécessaires pour mettre ma vengeance en pratique. J'avais acheté un assistant virtuel à la pointe de la technologie, un de ceux qui utilisent une intelligence artificielle avancée pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Mais au lieu de l'utiliser pour me faciliter la vie, je le programmerai pour qu'il soit mon allié dans la vengeance contre François. Avec l'aide d'un ami féru de technologie, Pierre, nous avons apporté des modifications à l'assistant virtuel, le transformant en un outil d'espionnage et d'exposition. Nous avons installé un logiciel spécialisé permettant d'accéder à distance à tous les appareils électroniques de François, son téléphone cellulaire, son ordinateur portable et même son ordinateur de bureau. Le plan était simple mais ingénieux. Lors d'un voyage d'affaires que François allait effectuer prochainement, l'assistant virtuel s'activait et commençait à collecter secrètement des informations. Tous les messages, emails, historiques de navigation et fichiers confidentiels seraient recherchés et stockés. Mais la collecte d'informations n'était que la première partie du plan. Le véritable coup dur viendrait lorsque l'assistant virtuel commencerait à agir seul. Nous avons préprogrammé une série d'actions qui exposeraient les défauts et les mensonges de François de manière progressive et percutante. Premièrement, l'assistant virtuel enverrait des messages compromettants aux contacts les plus importants de François, ses patrons, ses collègues et même ses clients. Ces messages semblent avoir été envoyés par François et révéleraient des détails intimes de sa liaison avec Amélie, ainsi que des commentaires déplacés sur l'entreprise et ses supérieurs. Ensuite, l'assistant virtuel commencerait à manipuler les finances personnelles de François. Des transactions suspectes seraient effectuées à partir de leur compte bancaire, évoquant des soupçons d'activités illicites. De plus, des courriels contenant des informations confidentielles sur l'entreprise seraient envoyés, accidentellement, à des concurrents, mettant ainsi en péril la position de François dans l'entreprise. Mais le coup final serait la révélation complète de sa trahison. Lors d'un rendez-vous important que François aurait avec ses supérieurs, l'assistant virtuel prendrait le contrôle de la présentation et afficherait, en temps réel, les photos et vidéos compromettantes de l'affaire avec Amélie. Toute la vérité serait révélée aux yeux de tous, sans que François ait la possibilité de s'expliquer.
Je savais que les conséquences seraient dévastatrices pour François. Sa carrière serait ruinée, sa réputation ternie et sa relation avec Amélie serait exposée de manière humiliante. Il ressentirait la douleur et l'humiliation qu'il me causait, et je serais là pour en être témoin à chaque instant. À l'approche de la date du voyage d'affaires, j'arrivais à peine à contenir mon anxiété. Chaque détail a été soigneusement planifié et testé. Pierre m'a assuré que l'assistant virtuel fonctionnerait parfaitement et qu'il n'y aurait aucune chance d'échec. La veille du départ de François, j'ai fait semblant de lui souhaiter bon voyage et je lui ai dit au revoir avec un faux baiser. À l'intérieur, j'étais impatient, sachant que ma vengeance serait bientôt réalisée. Pendant que François montait dans l'avion, sans rien soupçonner, je m'asseyais devant l'ordinateur, prêt à suivre chaque étape de la vengeance. L'assistant virtuel était programmé pour commencer ses actions dès que François arrivait à destination. Le sourire triomphant aux lèvres, j'observais les premiers messages compromettants envoyés. Ce n'était que le début de la fin pour François, et j'avais hâte de voir sa vie s'effondrer sous ses yeux. François revient de son voyage d'affaires complètement inconscient du chaos qui l'attend. Dès qu'il est entré dans le bureau, il a été accueilli par des regards dédaigneux et des chuchotements de la part de ses collègues. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il deviendrait vite clair que son monde était sur le point de s'effondrer. En arrivant à son bureau, François a trouvé son ordinateur verrouillé et un avis indiquant que son compte avait été suspendu en raison d'une activité suspecte. Il a essayé de contacter le service informatique, mais personne ne répondait à ses appels. Dérouté et frustré, François décide de demander des explications à son patron. Pourtant, en entrant dans la salle de réunion, François est confronté à une scène choquante. Ses supérieurs étaient réunis autour d'un grand écran, où étaient projetés, dans une présentation improvisée, des images et des vidéos compromettantes de sa liaison avec Amélie. Les expressions sur leur visage allaient du choc au dégoût, et François sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il essaya de s'expliquer, mais ses paroles semblaient creuses et dénuées de sens face à des preuves accablantes. Son patron l'interrompt en l'informant qu'une enquête interne va être menée et que François est suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. François a quitté la pièce la tête baissée, sentant le poids de ses erreurs et de ses mensonges. Mais les problèmes de François ne faisaient que commencer. Lorsqu'il a tenté d'accéder à ses comptes bancaires, il a découvert que ceux-ci avaient été gelés en raison de transactions suspectes. D'énormes sommes d'argent avaient été transférées sur des comptes inconnus, et François ne pouvait expliquer l'origine de ces fonds. L'humiliation et la honte l'ont consumé. Il tente de contacter Amélie, en quête de réconfort et de soutien, mais découvre qu'elle a bloqué son numéro et coupé toute communication. François se retrouve complètement seul, face aux conséquences de ses actes. Pendant ce temps, j'observais de loin, savourant chaque instant de la chute de François. J'avais planifié chaque détail méticuleusement, et voir mon plan se dérouler parfaitement était un sentiment indescriptible. La vengeance était douce et je me sentais puissante et en contrôle. Mais j'avais encore un dernier tour dans mon sac. J'avais rassemblé des preuves solides de la liaison de François avec Amélie, notamment des photos, vidéos et messages compromettants. Au lieu de rendre cette information publique, j'ai décidé de la donner directement à Amélie, accompagnée d'une lettre expliquant comment François m'avait trahi et ridiculisé. La réaction d'Amélie fut immédiate. Elle était furieuse de découvrir que François lui avait menti aussi en disant qu'il était célibataire et disponible. Amélie l'a confronté publiquement dans le bureau, révélant des détails intimes de leur liaison et l'accusant d'être un menteur et un manipulateur. L'humiliation de François était totale. Dans les jours qui suivent, la vie de François s'effondre encore davantage. Il a été licencié de l'entreprise pour conduite inappropriée et violation des politiques internes. Ses finances étaient en ruine et il faisait l'objet d'enquêtes pour fraude et blanchiment d'argent. Son nom a été terni et il est devenu un paria social. J'ai regardé tout cela depuis la boîte, ressentant une sombre satisfaction. François m'avait profondément blessé, et maintenant il récoltait ce qu'il avait semé. Je m'étais vengé d'une manière innovante et percutante, en utilisant la technologie à mon avantage. Au fil du temps, j'ai évolué dans ma vie. J'ai divorcé de François et j'ai commencé un nouveau chapitre, libre de mensonges et de trahisons. J'avais appris une leçon précieuse sur la force et la détermination d'une femme trahie, et je savais que je ne permettrais plus jamais à quiconque de me ridiculiser.
Pendant que François s'enfonçait de plus en plus dans sa misère, je renais de mes cendres, plus forte et plus confiante que jamais. La vengeance avait été mon triomphe et j'avais prouvé à moi-même et au monde que le pouvoir d'une femme déterminée à rendre justice ne devait pas être sous-estimé.